Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? Il y a des choses que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir. Des vérités si lourdes que nous préférons les ignorer, faire comme si elles n'existaient pas, car accepter que le monde fonctionne ainsi reviendrait à admettre que nous avons été trompés pendant trop longtemps. Mais il arrive un moment où le voile tombe et ce qui était caché explose devant nous comme une plaie ouverte. Difficile à regarder, impossible à ignorer. Ce soir, les noms que tout le monde redoutait de voir associés au plus grand scandale d'abus et de silence institutionnel de l'histoire moderne sont révélés au grand jour. Plus de 600 républicains, et parmi eux, Donald Trump. Dans les archives d'Epstein, dans les emails, dans les photos, dans les conversations privées, dans les tentatives désespérées de tout garder enfoui. Et lorsque la vérité menace d'émerger, le désespoir des coupables devient visible même pour ceux qui ne veulent pas voir. Trump est acculé. Ses gestes ne sont plus ceux d'une personne qui contrôle la situation. Ce sont ceux d'une personne qui a peur. Une peur qui crie plus fort que n'importe quel discours. Et cette peur a une raison. La fuite des documents provenant de la succession de Jeffrey Epstein, qui n'est pas une théorie du complot, n'est pas une invention des médias, n'est pas une spéculation, est un fait. Ce sont des documents, ce sont des preuves. Et la façon dont il réagit révèle qu'il y a beaucoup plus à craindre qu'il ne voudrait que le public le sache. Ce n'est pas par hasard que ce type de vidéo arrive en tête des classements YouTube. Elle dérange, elle bouleverse les structures. Elle dérange beaucoup de personnes puissantes. C'est pourquoi, si vous voulez que ce contenu touche davantage de personnes, si vous pensez que la vérité doit être entendue, que les victimes ont besoin de justice, laissez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cela aidera à faire connaître cette vidéo et à montrer qu'il y a encore des gens qui n'acceptent pas de voir des criminels en costume échapper à la justice. C'est le genre de vidéo que l'algorithme essaie de cacher. Mais ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'elle ait l'écho qu'elle mérite. Ce que nous vivons aujourd'hui est le début d'une nouvelle phase. Une phase que personne ne s'attendait à voir arriver si tôt. Voire jamais. Même les plus optimistes, qui ont passé des années à réclamer justice, avaient commencé à perdre espoir. Mais aujourd'hui, plus de 20 000 nouveaux documents sont entre les mains du Congrès. Et savez-vous comment tout cela a commencé? Avec 3 emails. 3. Seulement 3. 3 éléments d'information que les démocrates ont décidé de rendre publics, malgré la pression exercée par les alliés de Trump et la machine du Parti républicain qui a tout fait pour empêcher toute ouverture dans cette affaire. Il ne s'agissait que de 3 documents, mais leur contenu a suffi à ébranler les fondations du château de mensonges qui avait été construit autour d'Epstein, de ses complices et de tous ceux qui en ont profité. La réponse des républicains a été immédiate et révélatrice. Au lieu de nier, au lieu d'essayer d'argumenter, au lieu de défendre, ils ont paniqué. Et quand la panique survient en premier, la vérité n'est plus très loin. Rapidement, pour tenter de limiter les dégâts, ils ont décidé de divulguer encore plus d'informations. Non pas de leur plein gré, mais parce qu'ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, la pression publique deviendrait insupportable. Le président Mike Johnson, qui bloquait le processus depuis des mois, qui refusait de mettre le vote à l'ordre du jour, qui reportait les sessions et évitait chaque mesure susceptible de rapprocher le Congrès de la transparence, a cédé. Il a craqué. Et maintenant, il accélère le processus pour le vote qui pourrait permettre de divulguer encore plus de documents. C'est sans précédent, c'est grave. Et cela révèle que la tempête ne fait que commencer. Pendant ce temps, loin des caméras, des gros titres et des discours préparés, une lettre écrite par des survivants a été remise au Congrès. Une lettre dont les mots ne peuvent être ignorés. Ils implorent la justice. Ils rappellent les horreurs qu'ils ont vécues. Ils exigent que les représentants élus,
choisissent de quel côté de l'histoire ils veulent se placer. Et dans cette lettre, il y a une phrase qui devrait résonner dans tous les bureaux de Washington. Il n'y a plus de compromis possible. Il n'y a plus moyen de se cacher derrière des acronymes partisans. Ce que vous avez entendu n'est qu'une fraction de la douleur inimaginable qui a détruit plus d'1 millier de vies. Quand les victimes disent cela, quand les survivants qui ont été réduits à des numéros s'expriment avec une telle clarté, il est impossible de continuer à faire semblant que rien ne se passe. Mais Trump fait semblant. Il fait semblant que cela ne le concerne pas. Il fait semblant de ne pas savoir. Il fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on fait pression sur lui. Et tout en affirmant qu'il n'a rien à cacher, il mobilise ses alliés en coulisses pour bloquer le vote, pour retirer les signatures de la pétition qui conduirait à la divulgation des documents, pour étouffer une fois de plus la vérité. Et le silence, dans ce cas, en dit plus long que n'importe quelle justification. Parce que si vous n'avez rien à craindre, vous n'essayez pas de le cacher. Vous livrez tout. Vous dites « voyez par vous-même ». Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, ni ce qu'il fait. Au contraire, il veut manipuler le ministère de la Justice. Il veut utiliser la machine publique pour persécuter les journalistes, détourner l'attention, pointer du doigt. Mais personne ne se laisse plus berner. La presse commence à réagir. Les questions deviennent plus incisives, la tension monte. Même la porte-parole de la Maison-Blanche a été confrontée à la question suivante d'une journaliste de CBS. Le président a-t-il déjà passé des heures chez Epstein avec une victime? Et elle n'a tout simplement pas répondu. Elle a ignoré la question, elle a changé de sujet, elle s'est enfuie. Et cette fuite, au milieu d'une crise comme celle-ci, en dit long. Chaque jour qui passe, il devient plus évident que l'affaire ne concerne plus seulement Epstein. Elle concerne ceux qui savaient, ceux qui ont couvert, ceux qui ont profité du système qui protégeait les monstres, à condition que ces monstres soient suffisamment riches et influents. Et si vous êtes ici à regarder tout cela, c'est parce que vous en ressentez aussi le poids. Vous ressentez l'indignation. Vous ressentez la frustration. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de très malsain à voir des personnes puissantes feindre la normalité, tandis que les victimes sont enterrées en silence. Alors, puis-je vous demander une chose? Si tout ce que vous entendez maintenant vous touche, écrivez ici, dans les commentaires. Je ne supporte plus de voir tout cela en silence. Votre participation fait la différence. Votre commentaire aide cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. C'est ainsi que nous brisons le cycle de l'impunité. C'est ainsi que nous montrons que personne n'est seul dans ce combat. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir les détails des documents divulgués, les coulisses de la manœuvre républicaine pour empêcher le vote et les nouveaux liens qui placent le nom de Trump au centre du scandale. Mais surtout, nous allons montrer ce qui reste à venir. Et pourquoi, cette fois-ci, ils ne parviendront pas à enterrer la vérité aussi facilement. Ce qui se déroule actuellement dans les coulisses du Congrès n'est pas seulement un nouveau conflit politique, c'est une lutte pour l'âme d'un pays qui a passé des décennies à prétendre que ces monstres ne portaient pas de costume. Les manœuvres mises en place pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour reflètent directement la peur qui s'est emparée des personnalités les plus puissantes de Washington. Et lorsque même les alliés historiques de Donald Trump commencent à céder à la pression et à envisager de soutenir la divulgation des dossiers d'Epstein, c'est le signe que le château s'effondre de l'intérieur. Aujourd'hui, plus de 30 membres républicains du Congrès ont déjà manifesté, même discrètement, leur volonté de voter en faveur de la divulgation complète des documents. Cela ne se produirait pas s'ils ne savaient pas que la population les surveille. Qu'il y a des millions de personnes prêtes à exiger, à réclamer et à se souvenir, vote après vote, de ceux qui ont choisi de protéger les prédateurs plutôt que les victimes. Mike Johnson, l'actuel président de la Chambre des représentants et figure centrale de cet effondrement institutionnel, a passé des mois entiers à essayer de retarder toute avancée réelle dans l'affaire Epstein. Il a créé des obstacles administratifs, reporté des sessions sans justification, refusé d'assermenter de nouveaux membres.
Tout cela dans le but de gagner du temps. Du temps pour étouffer l'affaire. Du temps pour détourner l'attention. Du temps pour qu'une autre tragédie, une autre controverse, une autre distraction occupe les médias et relègue la vérité aux oubliettes. Mais ce temps est révolu. Et maintenant, il se voit contraint de faire précisément ce qu'il avait juré d'empêcher, accélérer le vote qui pourrait ouvrir les archives les plus sombres, jamais gardées secrètes dans les sous-sols de la politique américaine. Il est important de comprendre que cette initiative ne se produit pas de manière isolée. Elle fait suite à une pression croissante, tant de la part de la société civile que des membres de la presse eux-mêmes, qui commencent à traiter cette affaire avec le sérieux et l'urgence qu'elle mérite. Le journaliste Harry Melber, l'une des voix les plus lucides de cette couverture médiatique, a déjà souligné que même si aucune nouvelle action n'était entreprise, le simple fait que 20 000 documents aient été rendus publics représente déjà un changement de paradigme, un changement de phase. Mais ce n'est pas tout. Il existe une soif collective de justice, une soif incontrôlable de réponse. Et cette fois-ci, cette soif ne sera pas étanchée par des communiqués évasifs ou des promesses vagues. Les gens veulent des noms, ils veulent des dates, ils veulent des liens clairs, ils veulent savoir qui était au courant, qui a couvert les faits, qui en a profité, et ils veulent que ces personnes en subissent les conséquences. Trump le sait, et c'est pourquoi il est si nerveux. Ce n'est plus un scandale de campagne. Ce n'est pas un débat sur l'économie, l'immigration ou les fausses nouvelles. C'est un scandale qui sent la prison, qui sent le tribunal, qui sent l'effondrement. Lui qui a toujours su manipuler le récit à son avantage semble désormais perdu, désorienté, incapable de contrôler la vitesse à laquelle les faits se déroulent. Au lieu de se présenter en public et de clarifier sa relation avec Epstein, ses visites, ses rencontres, il tente de faire taire ceux qui osent poser des questions. Et plus il se tait, plus le poids de son omission crie fort. Le lien entre Trump et Epstein n'est pas nouveau, mais la façon dont il est exposé aujourd'hui est différente. Ce ne sont plus seulement des spéculations, ce ne sont plus seulement des rumeurs de tabloïds, ce sont des emails, ce sont des photos, ce sont des registres d'entrée et de sortie, ce sont des témoignages croisés avec des dates et des lieux, et le plus effrayant, ce sont des mots écrits par Epstein et Maxwell parlant directement de Trump, de leur proximité, de sa participation, de sa connaissance. Lorsqu'un criminel d'envergure mondiale écrit naturellement sur quelqu'un comme Trump dans des contextes aussi délicats, on s'attend au minimum à une enquête sérieuse, impartiale et urgente. Mais ce que l'on constate, une fois de plus, c'est une tentative systématique de protection, de blindage, de détournement, de moquerie. Et c'est là qu'intervient la question que de nombreux journalistes posent déjà avec insistance. Pourquoi Trump ne divulgue-t-il pas tout d'un coup? S'il n'a rien à craindre, s'il est innocent, pourquoi lutter si vigoureusement contre la transparence? Pourquoi mobiliser des membres du Congrès pour retirer leur signature de la pétition? Pourquoi utiliser le ministère de la Justice à la fois comme bouclier et comme arme? La réponse est simple. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il y a là-dedans. Et il sait qu'une fois que tout sera révélé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Le discours de l'outsider honnête, de l'homme contre le système, du justicier anti-élite, tout cela s'effondre lorsque la vérité frappe à la porte. Et la vérité n'est plus à l'extérieur, elle est déjà entrée, elle est sur la table, et la date du vote est fixée. Au milieu de tout cela, une nouvelle lettre, signée par des survivants, adressée aux membres du Congrès, fait son apparition. Elle ne contient ni rancœur, ni haine. Elle contient un appel humain. Un rappel presque désespéré que cela pourrait être la dernière chance de faire ce qu'il faut. Il parle des audiences qui ont bouleversé les parlementaires. Des larmes qui ont coulé tandis que les récits d'abus étaient racontés avec des détails insupportables. De la promesse que quelque chose serait fait, et de la crainte que, une fois de plus, le système trouve un moyen de tout enterrer, de faire comme si rien ne s'était passé, de balayer les cris sous le tapis politique. Et dans cette lettre, ils le disent clairement.
Il n'est plus possible de feindre la neutralité. Soit vous votez pour la vérité, soit vous choisissez de protéger des monstres. Pendant ce temps, en dehors des États-Unis, l'émotion grandit. En Europe, l'une des photos contenues dans les documents divulgués a refait surface avec force. Une image qui montre Ghislaine Maxwell, le prince Andrew et Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus connues de l'affaire Epstein, qui, à seulement 17 ans, a été victime de trafic, d'abus et photographiée aux côtés d'un membre de la famille royale britannique. Cette même Virginia s'est suicidée au printemps dernier. Une tragédie qui aurait pu être évitée si son histoire avait été entendue quand il était encore temps. Mais comme tant d'autres, elle a été réduite au silence, discréditée, réduite à un numéro. Aujourd'hui, son image est celle d'une douleur sans frontières, d'un système mondial qui protège les violeurs en échange de faveurs et d'influence. L'histoire de cette photo, racontée par elle-même dans son livre posthume, est une dénonciation directe. Maxwell aurait réveillé la jeune fille ce jour-là en lui disant qu'elle allait rencontrer un prince. Quand Andrew est arrivé, on lui a demandé de deviner son âge. Il a trouvé juste 17 ans. Ensuite, ils sont allés dans une boîte de nuit. On but ensemble, on dansait. Et en rentrant à la maison, Maxwell lui aurait dit « Quand nous arriverons, tu feras avec lui ce que tu fais avec Jeffrey. » Ce sont ses mots, c'est son récit, c'est sa douleur. Et pourtant, aujourd'hui encore, certains doutent. Certains disent que la photo est fausse. D'autres insistent sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'original. D'autres préfèrent croire que les princes et les milliardaires sont incapables d'une telle perversité. Mais la vérité, c'est qu'ils le sont. Ils l'ont toujours été. Et ils continuent de l'être parce que le monde refuse de voir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous refusez de faire partie de ce pacte. Parce qu'en vous, il existe encore un sens de la justice qui n'a pas été corrompu. Parce que vous savez que derrière chaque document, chaque nom, chaque vote, il y a des vies qui ont été détruites, des enfances qui ont été volées, des familles qui ne s'en sont jamais remises. Et la seule chose qui sépare la justice de l'impunité, c'est notre voix. Alors partagez cette vidéo, commentez-la, diffusez-la. Ne laissez pas ce sujet être oublié comme tant d'autres. Parce que si nous ne parlons pas, personne ne parlera pour nous. Dans la prochaine partie, nous allons aller droit au but. Les coulisses les plus sombres de la Maison-Blanche, la peur réelle de Trump face à la possibilité d'être officiellement associé au scandale, et le jeu de manipulation qui se joue au sein du ministère de la Justice pour protéger des noms qui n'auraient jamais dû avoir ce genre de pouvoir. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nom d'un président, c'est le type de pays que les États-Unis choisiront d'être à partir de maintenant. Nous sommes arrivés à un point où les coulisses ne parviennent plus à cacher ce qui bouillonne à l'intérieur. La tension à la Maison-Blanche est palpable. Les silences sont devenus plus révélateurs que les discours. Et le comportement de Donald Trump crie ce que ses mots ne parviennent plus à étouffer. Il est en mode de contention totale, essayant de contrôler non seulement ce qui est divulgué au public, mais surtout ce qui peut fuiter de l'intérieur même du gouvernement. Ce n'est plus une question d'image, c'est une question de survie. Il y a une différence très claire entre quelqu'un qui fait face aux accusations avec fermeté et transparence, et quelqu'un qui tente à tout prix d'empêcher les documents de voir le jour. Trump a choisi la deuxième voie. Et cette voie devient de plus en plus étroite, de plus en plus sombre, de plus en plus dangereuse. Il fait pression sur les membres du Congrès, menace en coulisses, recourt à des stratégies désespérées pour maintenir ses alliés dans le rang, allant jusqu'à tenter de retirer des noms d'une pétition demandant la divulgation des dossiers. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. De la justice dans ce jeu déloyal de manipulation, de dissimulation et de déformation des faits. Le ministère de la Justice, qui devrait être le gardien de la loi et de la justice, apparaît désormais comme un rouage de protection des puissants. Sous le commandement de Trump, de nombreuses décisions ont été prises en coulisses pour garantir que certaines enquêtes n'avancent pas.
que certains noms ne soient pas cités, que certains liens ne soient pas établis. Et cela soulève une question qui résonne de plus en plus fort parmi les Américains. Jusqu'où va le pouvoir d'un homme qui n'occupe plus la présidence, mais qui est encore capable de paralyser des institutions entières d'un simple coup de téléphone? La tentative d'orienter le département vers des enquêtes sur des tiers, afin de détourner l'attention et de créer des écrans de fumée, montre que Trump ne se contente pas de se défendre. Il contre-attaque, il tente d'intimider, d'exposer, d'humilier quiconque menace de révéler la vérité. Et quand quelqu'un se bat autant pour cacher quelque chose, c'est parce que ce qui est caché a le pouvoir de le détruire. Pendant ce temps, la presse internationale commence à prendre conscience de la gravité de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui n'était au départ qu'un scandale étouffé par les médias traditionnels se transforme aujourd'hui en une crise de crédibilité mondiale. Les partenaires internationaux, les membres d'autres gouvernements, les organisations de défense des droits humains et les victimes du monde entier se tournent vers Washington et se demandent comment un pays qui se prétend modèle de démocratie et de justice peut-il permettre que ce type d'information reste secret? Comment un Congrès peut-il résister autant à un simple acte de transparence? Comment un président peut-il manipuler le système aussi facilement, même face à des preuves aussi évidentes? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions, mais elles doivent être posées et elles doivent recevoir une réponse par des votes, par des actions, par le courage institutionnel. La vérité, c'est que cette affaire ne concerne plus seulement Trump ou Epstein. Elle concerne tout un système qui a permis à ces deux noms de se croiser, de prospérer, de se protéger mutuellement et de se cacher derrière des fonctions, des titres et des richesses. Il s'agit de procureurs qui ont ignoré les plaintes, de juges qui ont fermé les yeux, de policiers qui ont été réduits au silence, de journalistes qui ont été menacés, de témoins qui ont disparu, de victimes qui sont mortes en attendant que justice soit faite. Il s'agit de la manière dont l'élite a créé un pacte où le silence est acheté, le traumatisme est enterré, et la vérité est modelée selon les intérêts de ceux qui commandent. Mais ce pacte commence à se fissurer, et chaque nouvelle fuite est une fissure qui s'agrandit jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de maintenir la façade. Et même s'il existe encore des forces qui tentent d'éviter l'inévitable, ce qui est en cours est un processus qui ne peut plus être interrompu. Les emails d'Epstein ne sont qu'un début. Il y a des vidéos, des rapports financiers, des agendas, des registres de vol, des photographies, des conversations enregistrées. Tout cela commence maintenant à être recherché, vérifié, préparé pour être divulgué. Et à chaque nouveau document qui apparaît, le récit construit au fil des ans s'effondre comme un mensonge mal raconté. L'image de Trump comme l'homme qui a dénoncé le système commence à être érodée par la réalité qu'il a toujours fait partie du système qu'il prétendait combattre. Il n'est pas le justicier, il est le protégé. Ce n'est pas l'outsider, c'est le maillon. Et lorsque les noms seront révélés, tous les noms, le public verra enfin que les véritables ennemis de la justice n'ont jamais été à l'extérieur. Ils ont toujours été au sommet. Mais rien de tout cela n'arrivera sans pression, sans exigence, sans regards attentifs, sans voix qui refusent de se taire. Et c'est pourquoi cette vidéo doit continuer à être partagée. Parce que si l'on dépend des journaux qui se taisent, des politiciens qui se vendent et des institutions qui se protègent, rien ne changera. C'est notre vigilance, notre indignation, notre insistance qui font avancer cette histoire. Alors, si vous pensez que les Américains méritent de connaître la vérité, si vous pensez que les victimes méritent justice, si vous pensez que personne, aussi riche ou puissant soit-il, ne peut être au-dessus des lois, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est le genre de contenu qui fait l'objet d'un boycott, qui subit des restrictions de diffusion, qui dérange ceux qui ne veulent pas que la vérité circule. Mais avec vous ici, avec votre présence, votre soutien, votre voix, nous résistons et nous irons jusqu'au bout. La bataille se joue désormais vote par vote, nom par nom, document par document. Les prochains jours seront cruciaux. Le vote pour la divulgation des archives approche et les coulisses
sont en ébullition. Il y a des pressions de tous côtés, il y a du chantage, il y a des menaces, il y a des alliances qui sont détruites et il y a aussi, pour la première fois depuis longtemps, un réel climat de possibilités. La possibilité que justice soit faite, que la vérité l'emporte, que le système soit contraint de s'incliner devant la clameur du peuple. Et en ce moment, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, un geste à faire, un cri, un choix. Vous pouvez fermer cet onglet et continuer à vivre comme si de rien n'était, ou vous pouvez faire partie d'un mouvement qui est en train de changer l'histoire. Le choix vous appartient. La vérité arrive. Et cette fois, elle arrive avec des noms, des dates, des preuves et des victimes qui n'acceptent plus d'être oubliées. La vérité arrive et il n'y a plus moyen de la retenir.